Alors pour démarrer donc sur cette partie plus scientifique, de présentation scientifique, on va accueillir donc dans un premier temps une intervention donc de Jean-Philippe Picmal, qui est chimiste théoricien. Alors je vais laisser peut-être s'approcher, comme ça il peut commencer à venir pour... Donc il est chimiste théoricien, il est professeur à Sorbonne Université et directeur au laboratoire, donc directeur du laboratoire de chimie théorique, qui est une unité mixte, donc Sorbonne Université et CNRS. Il est principal investigateur du projet EMC2, qui est un projet sur la chimie computationnelle, et sa recherche est réalisée en forte interaction interdisciplinaire avec les mathématiques appliquées et l'informatique haute performance. Et il est aussi directeur scientifique et cofondateur de Qubit Pharmaceutics. Et donc, il va nous parler des modèles de fondation pour le drug design. Merci à vous. Je m'excuse un peu, ma voix est un peu cassée. J'ai des problèmes avec la clim, en général. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de drug design et des modèles IA qu'on développe. Alors, pourquoi développer de l'IA pour le drug design quand on est théoricien? C'est qu'on a un souci, en fait, c'est qu'on aimerait en fait modéliser un maximum la physique quantique. Donc le souci de la physique quantique, c'est que ça coûte très cher, mais techniquement, ça nous permettrait en fait de modéliser de manière prédictive en fait tous les systèmes biologiques. Donc pour le moment, dans les communautés, lorsqu'on utilise des méthodes basées sur la physique, on reste avec des méthodes simplifiées qu'on appelle les champs de force. Donc vous voyez un peu l'allégorie de la Mona Lisa. Elle est un peu pixelisée, alors qu'à droite, on aimerait, en pouvant modéliser toute cette physique à n-corps, réussir à faire des prédictions totalement en ligne avec l'expérience. Donc ça se fera pas, on le sait, avec les champs de force normaux, et l'IA arrive pour essayer de corriger tout ça. Donc l'idée centrale, c'est que tout ce qui est chimie-biologie, à la fin des fins, lorsqu'on s'intéresse à la pharmacie, par exemple, ça revient à calculer des très petites différences d'énergie entre une molécule et sa cible, entre un métal et son environnement. Et tout ça, en fait, pour être quantitatif, ça nous demande énormément de calculs. Alors vous avez ces grosses machines en bas. Tout ça, on sait déjà le faire depuis quelques années, mais pour faire ce qu'on voudrait faire, il faudrait des machines exascale tous les jours, 24 heures sur 24. Donc c'est là où l'IA, en fait, va rentrer en jeu et va permettre de réduire les coûts en transférant, en fait, la qualité de la physique qu'on a réussi à atteindre à des volumes beaucoup plus importants et qu'on peut industrialiser. Donc un petit mot sur les modèles fondation. Vous avez tous entendu parler d'AlphaFold. Donc AlphaFold, c'est un peu ce qui a popularisé avec DeepMind, Google DeepMind, l'utilisation des modèles AlphaFold. Donc qu'est-ce que ça faisait, AlphaFold, et qu'est-ce que ça fait encore? Donc il y a eu un prix Nobel associé. C'est que ça prenait une protéine, une séquence protéique, donc le code génétique, et ça vous sortait la structure 3D. Ok? Donc l'idée, c'est que AlphaFold a absorbé l'intégralité de la connaissance qui a été produite depuis 50 ans dans ce qu'on appelle la PDB, c'est une base de données universitaire qui renferme en toutes les structures cristallographiques des différentes protéines qu'on a pu étudier sur plusieurs dizaines d'années. Et ça a permis d'intégrer tout ce savoir en un logiciel qui, en quelques secondes, est capable de vous donner une structure 3D. Donc il a eu beaucoup de questions. Par exemple, AlphaFold, est-ce que AlphaFold a tout réglé en pharmacie? Donc évidemment, la réponse était non, et c'est là où on intervient après. Je vais vous expliquer en quoi nos modèles fondation, qui sont de nouvelle génération, vont plus loin qu'AlphaFold. Donc l'idée, c'est qu'AlphaFold vous prédit une structure, mais cette structure est statique. Donc c'est une analogie, par exemple, avec la cristallographie de rayons X, qu'on peut trouver dans les synchrotrons. Le souci en biologie, c'est que, en fait, les protéines sont dynamiques. Et vous voyez sur cette petite figure qu'une protéine change de forme. Et en fait, par exemple, AlphaFold va vous prédire la forme jaune, mais cette forme jaune va évoluer au cours du temps
dans la forme violette, grise et verte. Donc de plus, lorsqu'on veut interagir une protéine avec un médicament, le médicament va induire une déformation de cette protéine qui risque de la faire passer d'une couleur à l'autre dans les formes. Donc c'est ce qu'on appelle les interactions intermoléculaires. Et jusqu'à maintenant, on n'avait pas de data en IA pour pouvoir modéliser ça. Alors pourquoi ? C'est qu'en fait, pour modéliser ces interactions supplémentaires, il faudrait des milliards de data supplémentaires issus d'expérience. Et il y a un concept qu'on appelle l'espace chimique qui vous donne en fait toutes les possibilités d'arrangement de molécules entre elles. Et cet espace chimique est simplement infini. Donc on n'aura jamais de data, assez de data expérimentaux pour modéliser les interactions des molécules et des protéines. Donc évidemment, il y en a qui cherchent encore à le faire, mais il y a d'autres manières de faire, c'est ce que je vais vous montrer. Donc un exemple de système extrêmement différent et de la complexité, c'est un médicament. Donc le médicament, c'est la grosse molécule avec des cycles à droite, dans le carré rond à droite, qui interagit avec l'ARN. Donc vous voyez que c'est très complexe. Il y a des ions magnésium, plein de résidus, des charges, et ça, expérimentalement, on n'a pas le détail. Okay ? Donc l'IA, si on la nourrit pas, elle va pas savoir faire ça. Elle pourra sûrement faire des corrélations par rapport à ce qu'elle connaît, mais si elle ne le connaît pas, il n'y aura pas de miracle. Donc rappelez-vous, pour le Covid, on ne connaissait pas la structure du virus, et il n'y a pas eu beaucoup de médicaments, et ça a posé problème. Donc comment, en fait, aller au-delà de ça ? Donc l'idée, c'est de s'affranchir complètement des calculs expérimentaux et de créer nous-mêmes nos data. Donc pour ça, on a des méthodes bien commodes. On a la mécanique quantique, qui est maintenant très bien décrite et qui permet en fait d'utiliser les machines dont on a parlé dans les présentations d'avant. Donc ce sont des calculs qui sont limités à des petits systèmes. Mais quel va être le rôle de l'IA ? C'est de faire des petits calculs sur des tout petits systèmes, un peu comme des briques de Lego. Et avec la physique statistique et l'IA, on va réussir à reconstruire la biologie. Donc là, vous avez par exemple une des protéines qui a permis de faire des antiviraux pour le Covid-19, pour le virus SARS-CoV du Covid-19. Donc comment on fait ça ? Donc on fait ça en construisant un modèle fondation qui est différent. Donc le modèle fondation ne va pas apprendre les structures directement, mais on va lui apprendre la chimie, la physique. Donc qu'est-ce que va faire ce modèle fondation ? C'est que pour chaque molécule, il va vous prédire l'énergie du système et les forces qui lui sont associées. Donc à quoi ça sert d'avoir les forces ? Ça va vous permettre en fait de résoudre les équations de Newton au cours du temps et de faire ce qu'on appelle la dynamique moléculaire. Donc vous voyez la molécule qui est là, ici, c'est la même qui est en train de bouger en bas. Et donc, en fait, on peut prédire toutes ces déformations et calculer ce qu'on appelle un espace conformationnel, qui est, en fait, la quantité qui intéresse les biologistes et les pharmaciens pour pouvoir, en fait, introduire un médicament. Donc, vous voyez, l'IA va prédire les fluctuations de l'énergie du système de manière très efficace et va pouvoir, en fait, se substituer aux méthodes physiques habituelles qu'on utilisait depuis 30 ou 40 ans. Donc, la grosse différence, c'est que ces générations d'IA n'utilisent plus aucune donnée expérimentale et vont utiliser uniquement des données synthétiques qu'on contrôle entièrement à partir de la chimie quantique. Donc c'est totalement ce qu'on appelle des méthodes premier principe. Si on calcule exactement les petites briques des Lego, on va être capable en fait d'avoir des prédictions qui vont approcher les prédictions exactes de la physique quantique. Donc vous me direz, il y a évidemment peut-être un souci, et c'est le gros éléphant qui est sur le canapé, c'est comment générer les datas. Donc, ce qui est en train de se passer, vous avez peut-être vu passer des articles, c'est que les gros acteurs s'y sont mis. Meta et Microsoft sont en train d'utiliser des data centers à très gros volume pour calculer des bases de données en chimie quantique. Alors, c'est pas par intérêt pour la discipline, hein. C'est évidemment parce qu'ils veulent faire des modèles pharmaceutiques et des modèles pour la biologie. Donc, en fait, il faut faire des millions, voire des milliards de calculs.
Et c'est sur ça que vont être entraînées ces nouvelles IA. Donc ça a plein d'avantages. Donc déjà, ça va permettre de créer ces nouveaux modèles, mais ça va aussi permettre de réentraîner tous les modèles qu'on connaissait. Donc tous les modèles qui ont été créés depuis 30 ans sont en train d'être réentraînés et vont avoir en fait une précision qui va fortement augmenter. Donc le but de ces modèles fondations, c'est de carrément remplacer la physique. Donc vous allez avoir des modèles fondations qui connaissent l'intégralité de la chimie quantique sur l'intégralité de la classification périodique. Donc grâce à ça, on va pouvoir calculer des propriétés, donc typiquement de la spectroscopie, des choses comme ça, qui vont elles-mêmes pouvoir en fait entraîner de nouvelles IA. Donc vous allez avoir des successions de modèles fondations qui vont s'enchaîner. Donc vous voyez un peu, là vous voyez en haut cette petite pyramide, c'est l'échelle de Jacob qui nous amène à l'équation de Schrödinger. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que on est en train d'entraîner des bases de données à plusieurs niveaux qui vont en fait se corriger les unes les autres jusqu'à nous amener à des prédictions quasi exactes. Donc prédictions quasi exactes qui sont pour le moment pas possibles sur les machines classiques. Il faudra du quantum computing dans quelques années, mais les méthodes, ce qu'on appelle le FCI, donc configuration d'interaction, sont quasi exactes et sont très suffisantes pour faire ce qu'on veut faire, pour peu qu'on ait une machine au moins pétascale. Donc, ça, c'est une partie de notre projet. Donc, avant de monter cette IA Phoenix Bio 1, il a fallu évidemment qu'on ait une base de données très importante. Une base de données remplie de données synthétiques. Donc, c'est vraiment le retour de la chimie quantique hardcore, je dirais. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des énormes bases de données avec les méthodes les moins précises, donc c'est la fonctionnelle densité ou DFT, et d'aller faire des corrections sur des calculs quasi exacts qui nécessitent vraiment des très très grosses puissances de calcul. Donc ça explique qu'on ait utilisé à la fois EuroHPC, beaucoup de GNC, mais aussi Aurora, qui est une machine exascale à Aragon. Donc, en faisant ça, on revient à ma Mona Lisa à haute résolution, et on atteint ce qui est le Graal pour la pharma, des datas sur cette base de données qui ont une erreur par rapport à l'équation de Schrödinger de moins de 1 kcal par mol. Donc si on obtient des bases de données à moins de 1 kcal par mol, la prédiction, si la simulation est faite précisément, sera comparable à l'expérience. Donc, première chose qu'on a fait, c'est évidemment créer ce pipeline d'accéléré GPU pour pouvoir produire tous ces calculs. Donc là, quand je parle par calcul, c'est des millions de calculs DFT par semaine et des dizaines de milliers de calculs quantum Monte Carlo. Donc le calcul quantum Monte Carlo, on va échantillonner les électrons eux-mêmes. Et il faut savoir que chaque calcul Monte Carlo nécessite au moins un pétaflop. Okay. Donc sur Aurora tourne en fait en permanence des dizaines, des centaines de calculs pétaflopiques sur ces niveaux de Monte Carlo. Et maintenant, les calculs DFT, qui il y a quelques années demandaient plusieurs jours de calcul, sont réduits à des temps de calcul inférieurs à 5 minutes. Donc, bon, cela n'est pas joli, mais donc tout ça, ça a été publié dans un papier récent qui explique en fait la stratégie pour pouvoir construire ces datasets. Donc, une fois qu'on a ce dataset, eh ben, on peut s'appuyer sur les techniques de simulation qui existaient déjà. Donc depuis environ 15 ans, au laboratoire, on développe le logiciel TinkerHP, qui est bien connu, GNC et EuroHPC, et qui initialement a été développé pour utiliser les méthodes les plus avancées des champs de force, qu'on appelle les champs de force polarisables. Et ce sont des méthodes à décomposition de domaines qui se sont en fait naturellement prêtées à leur extension au neural network. Donc évidemment, les réseaux neuronaux, c'est ce qui est en dessous des modèles fondations. Et grâce, en fait, à toute cette infrastructure TinkerHP, on est capable de faire scaler à très très gros volume, en fait, ces réseaux neuronaux, et à des vitesses qui sont très supérieures à ce que les gens connaissent habituellement. Donc ça a été, en fait, complété par la création d'une librairie spécialisée dans les réseaux neuronaux. Donc c'est la librairie Phenol, qui est open source. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette librairie? C'est qu'elle connaît en fait tous les types de réseaux neuronaux possibles. Donc, ce qui est important, c'est que ce ne sont pas des LLM. Pourquoi?
parce que vous allez voir le rationnel, c'est que les LLM sont trop chers à entraîner et trop chers à exécuter. Donc l'inférence des LLM n'est pas du tout adaptée à la classification périodique. Et donc là, on est revenu au graph Neural Networks, qu'on peut vraiment rendre extrêmement puissant. Donc c'est ce qu'on appelle l'IA frugale, puisqu'il permet de calculer très efficacement les forces, les énergies, et surtout, on peut entraîner des très très grandes bases de données sur une ou deux cartes en moins de 48 heures. Donc on est revenu, vous voyez, c'est un travail déjà qui a été fait en 2023, on est revenu sur des temps de production qui ressemblent à ce qui tourne sur les centres du GNC avec les champs de force habituels. Donc passons maintenant au modèle fondation. Donc à quoi ça sert un modèle fondation? Ça sert à remplacer la chimie quantique. Donc ma bulle du milieu, c'est un modèle fondation qui connaît l'intégralité de la chimie quantique sur les modèles biologiques, donc il connaît l'hydrogène, mais il connaît aussi le fluor, le carbone, il connaît les différences électroniques entre chacun des atomes. Donc c'est entièrement basé sur... oui, d'accord, ok, oui, c'est joli ça. C'était pas moi. On vous entend à la régie, je crois. C'est entièrement basé sur la chimie quantique, comme je l'ai dit. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est que le modèle fondation vous reconstruit la surface de Born-Oppenheimer. Et avec les méthodes avancées que nous avons, on peut reconstruire la dynamique quantique sur ces systèmes d'IA. Si on a la surface de Born-Oppenheimer et la dynamique quantique, eh ben vous avez la dynamique des protéines. Voilà. Et ça vous permet de reconstruire tout, des protéines jusqu'aux ions, les membranes, nucléiques acides, les liquides et par exemple des propriétés comme la spectroscopie. Donc des exemples rapidement. Donc ça a permis par exemple de reproduire des simulations sur l'eau à une précision qui n'était jamais atteinte. Ce type de modèle bat absolument tous les champs de force qui ont été proposés jusqu'à maintenant, et bat aussi les IA qui sont, par exemple le modèle de Cambridge, il s'appelle MACE, qui a été designé pour les matériaux. Voilà. L'idée c'est que les matériaux, c'est pas de la biologie. La biologie a des structures qui sont différentes. Et donc, grâce à cette génération de modèles, on arrive en fait à faire des prédictions sur tous les systèmes biologiques, mais on est parti par l'eau. Pourquoi on est parti par l'eau? Parce que le corps humain a besoin d'eau, donc toutes les protéines, tous les ions que vous avez dans votre corps trempent dans l'eau. Donc la stratégie du modèle fondation, c'était de partir par une modélisation quasi exacte de l'eau. Donc ça, c'est des quantités vraiment difficiles, qui nécessitent d'avoir des simulations complètement quantiques. Et puis on a mis des molécules organiques dedans. Et on a fait des prédictions de leur affinité. La zone grise, c'est l'erreur expérimentale. Donc vous voyez que sur des molécules très très différentes, donc ça c'est un des datasets de la communauté qui met des petites molécules qui sont toutes différentes les unes des autres, et en général qui résistent en fait au champ de force habituel. Là on a le premier modèle IA qui a réussi à avoir une erreur de moins de 0,5 kcal, sans jamais ayant vu les molécules en question. Donc voilà, après on peut aller vers la complexité, donc des petites molécules organiques, on peut aller à mettre des ions dans l'eau. Donc les ions c'est extrêmement difficile, et c'est en général ça qui fait planter l'IA pour les simulations. On a réussi à reconstruire ça. On peut aussi reconstruire les profils conformationnels de petites molécules qui sont connues pour être extrêmement difficiles. Donc le dipeptide de l'alanine et une protéine absolument épouvantable qui s'appelle la chignoline, qui a plusieurs états de folding. Donc oui, AlphaFold le trouve, puisqu'il connaît la solution, mais nous, on est capable de la reconstruire par le calcul. Donc en haut, vous avez le résultat du calcul de Phoenix. Et Phoenix Bio 1 trouve les trois états dépliés, pliés et mal pliés, parce qu'il y a des états supplémentaires. Et la plupart des champs de force, c'est ce qui est au milieu, ne manque un état. Donc, en continuant vers la complexité, on peut le tester en le couplant par exemple à un clone d'AlphaFold 3. Alors on me dit pourquoi je n'ai pas utilisé AlphaFold 3, mais c'est que j'ai pas le droit en fait, tout simplement. Il est sous licence, il faut payer. Et par contre, le MIT a fait une variation de AlphaFold qui s'appelle Balls 1, qui est totalement open source. Et donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on met une séquence, ça fait la structure 3D, Phoenix le récupère, fait la dynamique. Et sur n'importe quelle protéine, en fait, on peut aller plus loin qu'AlphaFold, là où AlphaFold se plantait.
Phoenix est capable d'aller plus loin pour donner la solution. Et la dernière image en bas, c'est en fait le lien avec la pharma, puisque en fait Phoenix est aussi capable de vous localiser un ligand dans une protéine, un médicament, et de faire des simulations très très stables, ce qui nous permet en fait de faire ce que tout le monde veut faire en pharma, c'est faire des prédictions par rapport à l'expérience. Donc vous voyez que là c'est une enzyme très très compliquée, qui est le lysozyme, dans lequel on va mettre une petite molécule qui est le phénol, et qui est un test en fait à la fois pour les expériences et pour les modèles. Donc le 99% des modèles planquent là-dessus, et là on est très très largement en deçà de l'erreur expérimentale. Donc évidemment, le modèle n'a jamais vu le lysozyme, il l'a reconstruit à partir des petits Legos de mes bases de données. C'est réactif, donc comme c'est de la chimie quantique, on peut casser des liaisons, et vous voyez que le modèle qui n'a jamais vu la réaction est capable de la reproduire aussi. Donc c'est quand même un grand changement de paradigme sur ce qu'on pouvait faire avant, et c'est systématiquement améliorable, c'est-à-dire que là mon modèle n'était pas complètement parfait sur la barrière de réaction, la courbe noire, on lui rajoute 10 minutes de calcul ab initio avec le pipeline, et vous voyez que la prédiction s'abaisse et retrouve la précision exacte qu'on aurait fait en chimie quantique. Donc, est-ce que ça va vite ? Oui, ça va vite, donc on peut faire des systèmes aussi gros que la protéine Spike. Donc l'utilisation du HPC, vous voyez que le modèle s'échappe après 64 GPU. Donc là, ce sont les modèles, entre guillemets, de la compétition. Tous les modèles fondation, en fait, ont des problèmes au-delà de 10 puissance 5 atomes. Le nôtre scale linéairement avec le nombre de GPU. Voilà. Et donc ça permet en fait de plus du tout avoir de paramétrisation des méthodes, il suffit d'avoir des bases de données et on peut reconstruire la complexité comme vous avez là. Donc le point très important, c'est la frugalité du machine learning. Donc on n'a pas les problèmes des LLM, donc on ne va pas avoir besoin d'un data center entier pour pouvoir learner ces bases de données. Il nous suffit d'une carte, au pire d'un nœud, pendant 48 heures, pour pouvoir en fait recalculer le modèle. Donc l'avantage de ça, c'est qu'en fait les modèles sont permanentes évolution et on les relearn tous les 48 heures, jour et nuit, ce qui permet d'avoir des modèles qui s'améliorent et qui s'affinent au cours des jours. Donc, à quoi ça sert vraiment ? Et puis peut-être une image un peu plus mentale de ce que ça peut faire. Donc tous ces Legos, on peut les mettre ensemble et on peut pousser la qualité jusqu'au maximum. Donc là, c'est un petit virus complet qui s'appelle le STMV, le Satellite Tobacco Mosaic Virus. Donc c'est un virus qui attaque les plantes de tabac. Donc ça a beaucoup d'intérêt en agriculture. C'est aussi un modèle de la virologie parce que c'est un modèle qui n'a qu'1 million d'atomes et qui a un génome complet qui est étudié de plus près de 30 ans. Et grâce au modèle fondation, on peut pousser la physique au maximum. C'est-à-dire que cette fois-ci, on va faire des intégrales de chemin, des intégrales de Feynman. Donc c'est-à-dire que la dynamique va être complètement quantique. On va pousser la surface de potentiel de la base de données jusqu'au maximum qu'il est possible de faire, c'est-à-dire le Monte Carlo quantique. Et on va faire des répliques de ces simulations pour pouvoir en fait vraiment reproduire le fait qu'une simulation est une superposition d'états. Donc tout ça, on l'a fait passer et ça nous permet par exemple de changer le pH du virus en simulant son voyage en fait dans les compartiments de la plante, sachant que quand le virus rentre dans la plante, la plante est un compartiment plus acide et ça induit des réactions chimiques. Alors si je vous mets la vidéo, j'espère qu'elle marche, voilà ce qu'on peut faire, c'est-à-dire qu'on peut générer la simulation complète, donc il y a tout qui bouge, et il y a plus que tout qui bouge, il y a tout qui réagit, c'est-à-dire que cette fois-ci, le virus, il est totalement fonctionnel, c'est-à-dire que sa machinerie ARN fonctionne. Donc on peut zoomer sous les... Donc vous voyez que tout ça, ça baigne dans l'eau, et on peut même faire des réactions chimiques dedans. Donc ça, c'est une simulation qui a été faite, probablement l'une des simulations les plus précises qui a été faite jusqu'à maintenant. On s'approche vraiment de l'équation de Schrödinger, et ça permet de voir en fait des choses vraiment différemment. Donc j'en ai fini. Si ça vous intéresse, une bonne partie de ces choses-là seront open source. On a un site, tout est sur GitHub, et vous avez aussi une version qui est optimisée pour les GPU NVIDIA. Donc ça marche aussi sur les GPU AMD et les GPU Intel.
Et je veux remercier mon équipe pour tout le travail et aussi, évidemment, GNC, EuroHPC et l'ERC. Je vous remercie. Donc, on va passer aux questions. Alors, ici. On a d'abord, juste si vous permettez, on a des questions dans le chat, parce que comme vous le savez, on est en live. Alors, on a une première question. Avez-vous déjà implémenté un modèle génératif pour la conception de nouveaux de molécules? Si oui, quel modèle avez-vous utilisé? Oui, c'est nos propres modèles. Ok. Mais c'est au niveau industriel, donc évidemment. Donc là, je vous ai montré le lien entre les modèles AlphaFold et les modèles Phoenix. Hein. Mais évidemment, il y a plusieurs couches. Donc on peut générer automatiquement les molécules qui vont interagir. Donc oui, on a nos modèles génératifs. Et on a une deuxième question. Est-ce qu'il existe des bases de données d'IA de molécules ou de protéines prêtes pour le screening ou le développement des ML? Alors, je suis pas sûr de comprendre la question. Donc, pour le screening, il y a des bases de données qui contiennent des millions de petites molécules avec leur structure. Donc, ces molécules, on peut évidemment les faire retraiter par les modèles fondation. Et donc, il y a deux types de bases de données. Des bases de données de molécules, donc des structures, et des bases de données qui ont la structure et les énergies qui permettent d'apprendre ces modèles fondation. Donc, il y a de plus en plus de projets open source où ces bases de données sont partagées entre les différents groupes et on y participe, par exemple. Eh bien, alors il y avait une question dans la salle, ici. Une question par rapport à l'apprentissage avec le modèle de fondation sur les données de mécanique quantique. Est-ce qu'en fait, il y a un biais ou un impact en fonction de la taille des molécules qui sont utilisées? Est-ce que, par exemple, plus les molécules sont grosses et plus on s'attend à une plus grande précision performance du modèle? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'impact particulier? Est-ce que vous avez analysé ça? Oui. Il n'y a pas besoin de faire de très grosses molécules. Donc c'était la bonne nouvelle et c'est ce qui a permis de développer tout ça. On ne va pas plus loin que 20-40 atomes. Par contre, on peut mettre plus gros si on veut, mais c'est pas ça qui fait vraiment la différence. Ce qui fait la différence, c'est la diversité du dataset, c'est-à-dire tous les types d'interactions qu'on peut trouver, et aussi la qualité de la méthode qu'on a utilisée. C'est-à-dire que si on prend des méthodes qui sont de un peu plus basse qualité, ça a quand même un impact sur la simulation. Mais en termes c'est vraiment les Lego, c'est des petites pièces, donc il faut qu'elles soient pas trop petites, mais elles n'ont pas besoin d'être très grosses, ce qui permet de faire des gros volumes de calcul après. Une dernière question, c'est bon. Ok, on va enchaîner. On remercie encore Jean-Philippe Picmal.